Alors, bonjour à tous. Vidéo aujourd'hui pour la correction des exercices du chapitre 7 sur les transformations chimiques. Deuxième partie. On avait la semaine dernière fait une première série d'exercices. Voici des exercices plutôt sur la deuxième partie de ce chapitre. On va commencer avec le matériel de synthèse avec le numéro 16. Exercice numéro 16. Vous avez une photographie avec un chauffage à reflux et puis il faut répondre à quelques questions. Alors, première question, réaliser un schéma légendé. Voilà, donc vous avez la potence, vous avez ici donc un support élévateur. Hop, ici vous avez, alors c'est pas évident avec mon stylo, mais quand même, c'est pas mal. Voilà, ça. Ok. Hop. Ok. Bon, ce serait évidemment plus facile en classe. Ok. Voilà à peu près un schéma légendé. Alors le schéma déjà, et puis maintenant on va le légender. Alors ici c'est un support élévateur. Ici vous avez donc le chauffe-ballon. Là vous avez le ballon, hein, évidemment. On va mettre ça aussi. Donc là vous avez le ballon. Ici vous avez le réfrigérant à eau. Voilà, là vous avez donc une potence. On l'a pas vu dans le cours, hein, mais je vous le mets. Là vous avez la pince ici. Là vous avez donc le mélange réactionnel. Et à l'intérieur j'ai mis des pierres ponces. Ok. Et enfin vous avez donc par ici la sortie de l'eau. Et ici vous avez l'entrée de l'eau. Voilà pour la première question. Donc ça, il faut savoir le refaire. C'est pour ça que je vous ai donné un exercice avec ça. Quel est le rôle alors du réfrigérant? Alors, petit 2, petit a, le réfrigérant à eau, il sert à refroidir les vapeurs. Il sert à refroidir les vapeurs. Quel est le rôle du support élévateur? Eh bien, à baisser rapidement le chauffe-ballon. Et comme c'est rapidement le chauffe-ballon, et donc la température va baisser elle aussi rapidement. Donc voilà à quoi ça sert, ça, je l'ai peut-être dit dans le cours, mais le support élévateur, on peut le baisser rapidement et c'est le meilleur moyen d'arrêter de chauffer et donc de baisser la température dans le mélange réactionnel. Et enfin, question 3, donc j'ai indiqué sur le schéma le sens de circulation. Eh bien, tout simplement, je l'ai dit dans le cours, pour qu'il y ait une circulation d'eau froide continue et constante, et puis pour éviter aussi le phénomène de cavitation. Donc toujours de l'eau froide, de façon constante et pas de cavitation. La cavitation, c'est donc un phénomène qui crée des bulles dans la canalisation, donc qui empêche un bon refroidissement. Voilà, donc ça c'est des exercices
d'expérience, de TP. Voilà, on a pas mal de choses à partager, de connaissances à partager lorsqu'on fait des expériences. Exercice suivant, le numéro 18. Alors, dans l'exercice 18, vous avez donc synthétisé de l'éthanoate de linalyle au laboratoire et on obtient un certain volume avec une certaine masse. Il faut, dans la première question, calculer la masse volumique. Donc, la masse volumique, c'est M sur V. Donc, on va diviser 10,38 par 11,8 et ça va nous donner donc du 0,88 et ça c'est des grammes par millilitre. Dans la question, donc ça c'est la masse volumique, en déduire la densité du produit. Donc la densité du produit c'est égal à la masse volumique du produit divisé par la masse volumique de l'eau. La masse volumique de l'eau, si on garde cette unité, ρ de l'eau c'est 1 gramme par millilitre, donc on peut garder cette unité. Et donc finalement, la densité du produit obtenu, c'est 0,88 divisé par 1, c'est-à-dire 0,88. Il n'y a pas d'unité à la densité, c'est un rapport de la même unité. On avait vu déjà tout ça dans les chapitres précédents. Question numéro 2. Le produit brut obtenu est-il vraiment de l'éthanoate de linalyle? Eh bien non. Pourquoi? Eh bien parce que la densité qu'on a trouvée ici de 0,88, elle est plus petite que la densité de l'éthanoate qui, elle, est égale à 0,895. Donc on trouve finalement une densité qui est plus faible, ce qui veut dire que vous avez un produit qui n'est pas pur, un produit de synthèse qui est un mélange avec deux choses, et la densité de ce mélange est plus petite que l'éthanoate de linalyle pur. Donc, densité différente. Vous avez vu dans le cours, à l'étape 4, on analyse le produit brut. Pour un liquide, la densité peut être une méthode d'analyse, et là on voit bien que si on n'a pas la même densité, c'est que le produit obtenu n'est pas pur. Voilà pour l'exercice 18. Exercice numéro 19 maintenant. Alors, dans l'exercice numéro 19, vous avez finalement une autre technique, c'est-à-dire la mesure de la température de fusion. Et là, il faut juste lire finalement la température de fusion sur la règle. Et donc, on voit que la température de fusion, c'est égal à 170 degrés Celsius. Et qu'à cette température-là, eh bien, le produit de synthèse, c'est du paracétamol. Bon, exercice 19, pas très compliqué, mais je vous le donnais pour avoir un exercice sur les températures de fusion. Exercice numéro 22. Alors, je vais effacer parce que, du coup, l'exercice 22 est assez long. Alors, exercice numéro 22, c'est l'expérience historique de Lavoisier. Donc, je pouvais difficilement ne pas vous donner cet exercice-là. Bon, je ne vous relis pas tout le texte, mais quelles observations montrent qu'une transformation chimique a eu lieu? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a des réactifs qui ont disparu, notamment le dioxygène. Donc, O2 a disparu. Alors, pourquoi il a disparu? Parce que dans l'état final, le gaz est irrespirable. Il ne permet pas d'avoir de vie des animaux. Et on a donc N2 qui apparaît. Voilà. Donc, il y a obligatoirement, dans ces cas-là, une transformation de certains réactifs. Deuxième question, petit 2, petit a. Quelles sont les trois espèces chimiques dans l'état initial? Donc, dans l'état initial, on peut voir qu'on a comme réactif le mercure, Hg, on a O2, le dioxygène, et on a aussi du N2, parce qu'on sait que dans l'air, il y a de l'oxygène et de l'azote à 80% et du dioxygène à 19%, ça c'est le programme de collège. Donc ça c'est les trois réactifs que vous avez à l'état initial. Donc trois espèces à l'état initial. Par contre,
quels sont les réactifs, donc ceux qui vont réagir. Donc vous avez le mercure qui va réagir et vous avez le dioxygène parce qu'il n'y en a plus, hein, donc du coup il est en train de réagir. N2, lui, il n'est pas réactif. Il est là à l'état initial, mais ce n'est pas un réactif. Question 2b, c'est fait. Question 3. Pourquoi la transformation chimique s'est-elle arrêtée? Eh bien parce qu'il y a tout simplement un réactif qui a disparu totalement. C'est ce qu'on appelle le réactif limitant. Et dans cette expérience-là, dans cet réactif limitant, et ici, c'est le dioxygène O2. Écrire et ajuster l'équation. Question 4. Alors, l'équation, vous avez donc le mercure Hg qui va réagir. Alors, Hg, il va être liquide, hein, si je ne me trompe pas. C'est ça, il est liquide. Plus donc du dioxygène qui lui est gazeux. Et ça va donner de l'oxyde de mercure, HgO, qui lui est solide. Alors j'ai mis un 2, tout ça, vous allez voir pourquoi. Donc effectivement, le Hg, j'en ai un ici, j'en ai un là pour l'instant. Le dioxygène, j'en ai 2, et c'est pour ça que j'ai mis le 2. J'ai recopié l'équation en fait. Mais donc du coup, si je mets un 2 pour équilibrer le dioxygène, ici, eh bien, j'ai modifié le mercure. Et donc j'ai aussi 2 Hg au départ. Donc voilà l'équation de la réaction qui est finalement équilibrée, ajustée comme ils disent. Petit 5, vérifier la réponse à la question 3, à savoir que c'est bien O2 le réactif limitant. Eh bien, il faut faire quantité de Hg à l'état initial divisé par 2. Donc ça, c'est égal, on vous dit qu'il y a dans les données 0,61 mol divisé par 2, c'est-à-dire 0,305. Donc d'un côté, on a 0,305 et de l'autre côté, N de O2 divisé par 1. Et là, O2, on est sur du 7,1 millimol, c'est-à-dire 0,0071 divisé par 1. Ça fait 0,0071. Et donc là, le plus petit des deux, évidemment, c'est le dioxygène. Donc oui, O2 est bien un réactif limitant. Enfin, dans la question 6, quelle connaissance sur la composition de l'air Lavoisier a-t-il pu tirer de cette expérience? Eh bien que l'air, principalement, est composé de O2 et de N2, azote et oxygène. Voilà pour cet exercice numéro 22, qui était un petit peu long, c'est vrai, mais les questions n'étaient pas bien compliquées. Il va nous rester 2 exercices. Alors, l'exercice numéro 26. Exercice numéro 26, là encore, une expérience avec de l'éthanoate de butyle et des questions pour voir si on a compris ce qu'on faisait. Alors, citer une raison qui justifie de synthétiser une espèce chimique qui est déjà présente dans la nature et donc de faire une synthèse. Eh bien, la synthèse, c'est tout simplement une histoire de coût. Ça coûte moins cher de fabriquer que d'aller chercher. Exemple, la vanille. Donc la vanille, c'est très cher parce que c'est très peu nombreux, ça pousse qu'en Afrique dans certaines conditions. Et puis c'est le respect de l'environnement, plutôt que d'enlever les arbres dans les forêts et de faire pousser de la vanille parce que tout le monde veut de la vanille. Eh bien, on n'a qu'à fabriquer ça dans un laboratoire. Et du coup, on respecte l'environnement. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question. Identifier l'état physique des deux réactifs à 25 degrés. Donc, on a de l'éthanoate. C'est ça? Non, pas du tout. Pas de l'éthanoate, mais de l'acide éthanoïque.
donc acide éthanoïque. Voilà. Donc l'acide éthanoïque, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'acide éthanoïque? Il faut savoir qu'on est à une température de 25 degrés. Donc à 25 degrés Celsius, on est entre la température de fusion et la température d'ébullition. Hein, donc ici on est entre 16,6 et là 25 et 1000, pas 1000 mais 118. Donc on est à l'état liquide. C'est-à-dire qu'à 16 degrés, l'acide éthanoïque devient liquide et à 118 degrés, ça devient gazeux. Et le deuxième composé, c'est le butane 1-ol. Donc à 25 degrés, il est lui aussi liquide parce qu'on a moins 90 d'un côté, 25 de l'autre et 117 ici. Donc il est lui aussi liquide. On avait fait des exercices de ce type en début d'année. Troisième question. Donc pour réaliser les prélèvements de ces deux réactifs, eh bien on va utiliser de la verrerie très simple de mesure, à savoir l'éprouvette graduée. Donc ça marche très bien. Quatrième question, quelles précautions doit-on prendre? Donc là, il faut regarder les pictogrammes. Alors évidemment, une blouse, donc ça c'est obligatoire. Comme les deux réactifs sont corrosifs, eh bien on va y ajouter des gants et on va y ajouter également des lunettes pour se protéger les yeux, des lunettes de protection. Malgré tout, il faut aussi faire attention à ne pas approcher les réactifs d'une source de chaleur. Parce qu'il y en a un des deux qui est inflammable, le butanol. Cinquième question. Nommer le montage utilisé pour cette synthèse. Eh bien, c'est très classique, ça va être le chauffage à reflux, qui est très fréquemment utilisé. Question 5b pour finir cet exercice. Deux raisons pour utiliser un tel montage de cette synthèse. Eh bien, tout simplement parce que ça accélère la réaction par chauffage. Hein, donc on chauffe le mélange réactionnel, ce qui nous permet d'accélérer la réaction. Et deuxièmement, parce que le montage à reflux permet d'éviter la perte de matière. Donc là, pour ceux qui ont un rendement à faire dans les entreprises, c'est important comme technique de synthèse. Voilà pour l'exercice 26 qui est très expérimental. Et enfin, dernier exercice, le numéro 27, qui est un exercice qui reprend un peu ce qu'on avait fait sur la chromatographie sur couche mince. Vous avez ici le butanoate d'éthyle, qui est un arôme de l'ananas. Schématiser et légender le montage utilisé pour la synthèse, voire cours, voire exercice numéro, je ne sais pas combien qu'on a fait la semaine dernière, le 16, c'est ça, le 16, oui. Voilà, donc je ne répondrai pas à la première question où il faut refaire le montage. Donc là, on peut mettre schéma du montage à reflux. Et deuxième question, quel est le rôle de la chromatographie? Donc une chromatographie sur couche mince permet donc de séparer et identifier les espèces d'un mélange. Voilà pour la question 2. Et enfin, la question 3.
Nommer les deux lignes horizontales tracées sur le chromatogramme. Donc la ligne du haut, ça va être la ligne de front, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc la ligne de front est en haut et la ligne de dépôt est plutôt en bas. Et on termine par la question 4. Interpréter le chromatogramme obtenu. Donc vous avez trois séries de tâches, trois colonnes, avec R la référence, A ça va être l'arôme naturel d'ananas et S le produit de synthèse. Donc là ce qu'il faut voir, c'est déjà que on peut dire que l'arôme d'ananas c'est un mélange. Voilà, ça on peut dire parce qu'il y a plusieurs tâches. Ensuite, dans le produit de synthèse, vous avez deux tâches, donc deux produits. Et notamment un produit qu'il y a dans l'ananas et qui est le produit de référence, c'est-à-dire le butanoate d'éthyle. Dans le produit de synthèse, il y a donc de l'éthanoate, non, butanoate, pardon. Il y a du butanoate d'éthyle parce que les tâches sont à la même hauteur. La tâche de la référence, la tâche de l'ananas et la tâche du produit de synthèse sont à la même hauteur. Ça veut dire qu'il y a bien du butanoate d'éthyle dans l'ananas, mais aussi dans le produit de synthèse. Donc, notre expérience a fonctionné. Elle a fonctionné, mais on a une autre espèce dans le produit de synthèse. Et cette autre espèce, elle est aussi contenue, notamment dans l'ananas. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais on a sûrement, enfin, on ne sait pas ce que c'est obligatoirement un des deux réactifs qui n'a pas réagi en totalité, donc ça doit être le réactif en excès qui a dû être identifié ici. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette interprétation du chromatogramme et de l'exercice numéro 27. Voilà, c'était le dernier exercice de cette vidéo. J'espère que vous avez réussi à faire pas mal de choses dans ces exercices et je vous dis à très bientôt.